En ce XXIe siècle, de plus en plus de contraintes pèsent sur les systèmes de santé. Avec l'augmentation du nombre des patients, surtout des patients âgés, il devient difficile de répondre aux besoins de tous avec les moyens disponibles. Par ailleurs, sur les plans du droit et de l'éthique, on note une volonté d'associer davantage le patient au choix de son traitement. Un secteur de la médecine est particulièrement concerné par cette évolution. De plus en plus de médecins pensent qu'il faut revoir notre position sur les transfusions sanguines. Aujourd'hui, au moins 80% des patients préféreraient ne pas recevoir de transfusion. La presse le confirme. Complications post-transfusionnelles, pénurie de sang et risques liés aux produits sanguins inquiètent médecins et patients. Pour ne citer qu'un exemple, l'Organisation mondiale de la santé estime que transfusion et injection causent chaque année dans le monde 5 millions d'infections par le virus de l'hépatite C. Les efforts des autorités sanitaires pour rendre les transfusions plus sûres ont fait monter en flèche le prix du sang. Il y a 2 ans, une unité de sang transfusée nous coûtait 63 € contre 142 aujourd'hui. Les effets secondaires de la transfusion ont un coût, eux aussi. Ces coûts indirects et à retardement sont énormes. Ils augmenteraient considérablement le prix de revient de l'unité de sang. On peut en dire autant des milliards d'euros ou de dollars d'indemnités versés aux victimes du sang contaminé ou à leurs familles. Y a-t-il une solution aux problèmes que posent à la société les dangers et les coûts de la transfusion? Soigner sans transfuser permettrait-il de répondre aux besoins du patient tout en respectant ses droits? Le docteur Earnshaw et le professeur Hetzer, et beaucoup d'autres, ont accédé à la demande de patients et de parents d'enfants mineurs. Voyons 3 exemples d'opérations délicates réalisées sans transfusion. Une opération à cœur ouvert est toujours complexe. À Berlin, le professeur Roland Hetzer explique ce qui l'a amené à opérer cette petite fille de 10 mois. Cet enfant présente une malformation cardiaque congénitale relativement rare. Le ventricule gauche communique directement avec l'oreillette droite, ce qui provoque un écoulement sanguin continuel du cœur gauche vers le cœur droit. 26 minutes d'arrêt cardiaque ont suffi pour corriger l'anomalie et normaliser la circulation sanguine. L'enfant n'a pas reçu de transfusion, elle n'a d'ailleurs presque pas saigné. Autre exemple, la chirurgie du foie passe pour exiger de grandes quantités de sang. À Jena, en Allemagne, le professeur Johannes Scheele procède à l'ablation d'une partie cancéreuse du foie chez un homme âgé. Combien de sang perdu? 250 cc. Le patient n'a pas reçu de transfusion et le voici 18 heures plus tard en conversation avec le médecin dans le service de réanimation. À présent, un exemple de chirurgie orthopédique. À Londres, Peter Earnshaw, membre du Royal College, pose une prothèse totale du genou sur une femme âgée, opération qui, normalement, entraîne des pertes de sang importantes. Ces 3 opérations ont été réalisées par des équipes qui s'étaient engagées auprès du patient ou de ses parents à ne pas administrer de transfusion. S'agissait-il d'interventions expérimentales tentées par 3 pionniers? Ils sont aujourd'hui plus de 100 000 médecins et chirurgiens dans 150 pays à se passer couramment de la transfusion. Commentaire de spécialistes. Tout anesthésiste et tout chirurgien devrait s'intéresser aux techniques d'épargne sanguine, car c'est une excellente façon de soigner. Quand on leur demande pourquoi ils se tournent vers les alternatives à la transfusion, beaucoup de médecins répondent « par respect pour la volonté du patient ». Le professeur Bloomberg, directeur d'un centre de transfusion.
Il y a de plus en plus de patients qui préfèrent ne pas recevoir de transfusion, ou alors le moins possible, et il y en a qui s'opposent catégoriquement à ce qu'on les transfuse, quelles que soient les circonstances. Une autre raison incite les praticiens à revoir leurs habitudes, la constatation qu'une certaine inconséquence est à l'origine de transfusions inutiles. Quiconque a le souci de mieux soigner ou de protéger son patient aurait intérêt à considérer un certain nombre d'études éloquentes. Tout d'abord, l'étude Sanguis, parrainée par la Commission européenne. L'étude a analysé les taux de transfusion dans 43 grands centres hospitaliers universitaires à travers l'Europe. Les implications de l'étude Sanguis laissent perplexe. Pour le même type d'opération, le nombre d'unités de sang transfusées varie parfois du tout au tout d'un hôpital à l'autre. En 1998, le professeur Ball a publié une étude de suivi. Dans cette étude de la transfusion en chirurgie en Belgique, appelée Biomed, nous avons inclus toutes les catégories d'hôpitaux et nous avons constaté la même variabilité. Il faut se rendre à l'évidence, la variabilité laisse entendre qu'une bonne partie de ces transfusions de produits sanguins sont inutiles. Une comparaison des deux études révèle un autre fait significatif. 2 centres ont participé à la fois à l'étude Sanguis et à l'étude Biomed. À la lumière de l'étude Sanguis, ils sont parvenus à réduire la quantité de sang employée en chirurgie lourde. Après ces changements, la mortalité est restée identique. Le séjour à l'hôpital s'est trouvé raccourci. Les nouvelles techniques n'étaient guère compliquées à mettre en œuvre. Elles leur ont demandé du temps et un énorme effort de formation. Mais ça n'a pas augmenté les coûts. Un peu plus tard, au Canada, le docteur Hébert a réalisé une vaste étude sur de grands malades en soins intensifs. Commentaire du professeur Spann. Le travail d'Hébert a montré chez plus de 800 patients qu'on obtenait une issue plus favorable en transfusant moins. Le constat s'impose. Une transfusion inutile, c'est un travail inutile doublé d'une dépense inutile. Attente des patients, excès de transfusion. Beaucoup de médecins voient également dans les alternatives à la transfusion un moyen d'éviter les risques transfusionnels. Il y a le risque de contamination bactérienne. Qu'elle survienne lors de la collecte ou à cause de mauvaises conditions de stockage, une telle contamination peut causer des infections aux conséquences fatales. Par ailleurs, malgré un meilleur dépistage, les infections virales constituent toujours une grave menace. Les experts redoutent l'avenir. Les virus actuels subiront-ils des mutations pour devenir pathogènes? Rien ne permet d'en douter. Le problème avec la contamination du sang transfusé, c'est qu'elle a toujours une longueur d'avance sur nous. De plus, les transfusions provoquent une immunosuppression chez le receveur, ce qui favorise les infections post-opératoires, ainsi qu'une récurrence plus rapide et plus fréquente des tumeurs. Nous estimons qu'aux États-Unis, peut-être de 10 à 50 000 patients meurent chaque année des causes liées à l'immunomodulation d'origine transfusionnelle. Le risque sans doute le plus surprenant et le moins reconnu est l'erreur humaine. Transfuser un sang incompatible entraîne une réaction au mieux légère, au pire fatale. Le docteur Spence, directeur d'un programme de formation en chirurgie. On se trompe de sang et c'est la catastrophe. Ces erreurs de manipulation ont tué et elles tuent encore. Des rapports vont jusqu'à imputer la moitié des décès d'origine transfusionnelle à l'erreur humaine. Au vu de ces réalités, volonté du patient, transfusion inutile, risque transfusionnel, mais aussi pénurie de sang et augmentation des coûts, le professeur van der Linden résume le sentiment de nombreux experts.
Compte tenu de son potentiel pour améliorer les soins donnés aux patients et pour limiter les dépenses, l'épargne sanguine n'est plus une option, c'est une nécessité. La bonne nouvelle, c'est qu'on dispose déjà de techniques sûres, efficaces et économiques. On sait faire ce qu'il y a de mieux en matière de soins en se passant des transfusions. Il y a des choses simples et peu chères qui seraient utiles à la plupart des patients et réalisables dans les hôpitaux les plus petits. L'épargne sanguine est une méthode simple qui donne des suites opératoires plutôt simples, moins chères et ayant une meilleure issue pour le patient. Les techniques mises en œuvre par les équipes qui réussissent à éviter la transfusion reposent sur 3 grands principes directeurs. Le premier est la tolérance physiologique à l'anémie. Circulant dans les artères, les globules rouges alimentent tout le corps en oxygène. Le patient anémique manque de globules rouges par rapport à sa masse sanguine. En cas de perte sanguine importante lors d'une opération ou à la suite d'un accident, l'organisme est capable de tolérer une très forte anémie. Le professeur Moore, pionnier reconnu de la traumatologie, des études ont montré que l'être humain est physiologiquement capable de tolérer des taux d'hémoglobine bien plus bas que ce que l'on pensait. Le corps médical prend peu à peu conscience que les patients ont les ressources pour tolérer des anémies importantes. L'anémie n'est cependant tolérable par l'organisme que si le remplissage vasculaire est assuré. Nous savons que cette anémie peut être compensée par un remplissage, car c'est le volume qui compte alors pour maintenir la tension artérielle. Disposant de restaurateurs de volume peu onéreux, de plus en plus de médecins abandonnent la règle arbitraire, proposée en 1942, qui fixait à 10 de concentration d'hémoglobine le seuil transfusionnel, c'est-à-dire la limite à partir de laquelle la transfusion s'imposait. Le docteur Earnshaw explique comment il a mis en route une stratégie d'épargne sanguine. J'ai réduit de moitié notre taux de transfusion en abaissant notre seuil transfusionnel de 10 à 8 et en réfléchissant plus avant de transfuser. C'était très facile, ça n'a rien coûté. Le fait d'accepter ce premier principe suffirait à éviter des millions de transfusions et à économiser des milliards d'euros ou de dollars par an. Le deuxième grand principe en matière d'épargne sanguine consiste à stimuler la production de globules rouges chez le patient. C'est indispensable avant d'opérer un anémique et cela peut activer le rétablissement en cas de perte sanguine importante. Le professeur d'obstétrique Albert Hoch, auteur de travaux sur le sujet. Un apport complémentaire en fer suffit pour rééquilibrer la numération globulaire dans une large mesure et à relativement peu de frais. Dans certains cas, on utilise de l'érythropoïétine, ou EPO, produite par génie génétique. Le professeur Mercuriali, directeur d'un centre de transfusion, l'administration d'érythropoïétine a un effet stimulant qui accélère la production de globules rouges. Le troisième principe directeur consiste à minimiser les pertes sanguines. La meilleure méthode pour maîtriser une hémorragie, c'est d'éviter l'hémorragie. La chirurgie méticuleuse est un moyen pratique et peu onéreux. Divers instruments la rendent possible. L'électrocautérisation, par exemple, permet d'inciser puis de cautériser les vaisseaux immédiatement. Il existe aussi des substances qui limitent le saignement. Certaines sont appliquées localement. Ici, on utilise une compresse imprégnée de colle biologique pour empêcher le sang de suinter d'un foie sectionné. Le professeur Baron relève l'intérêt économique de ces moyens. La diminution tant du saignement péropératoire que de la quantité de produits sanguins utilisés compense le coût de l'agent. Un autre moyen efficace de minimiser les pertes en cas de saignement important consiste à récupérer le sang du patient. On sait aujourd'hui récupérer jusqu'à la moitié du sang épanché. Cette technique a également l'avantage de respecter la position éthique
de beaucoup de ceux qui refusent catégoriquement les transfusions. Bien des témoins de Jéhovah, par exemple, acceptent la récupération sanguine. Il existe même de telles machines pour les bébés. La récupération du sang épanché est une technique très importante, car grâce à elle, le sang perdu par le chirurgien ne l'est pas pour le patient. Il existe bien d'autres techniques. Toutes, en évitant des millions de transfusions, contribuent à limiter les risques et à réduire le coût pour la société. Pour illustrer l'efficacité que permet d'atteindre une association judicieuse de ces techniques, considérons le cas de Luana, 4 ans, née avec une grave malformation cardiaque. Une série d'opérations délicates attendait l'équipe du professeur Marcelletti, chef d'un service de chirurgie cardiaque à Modène, en Italie. Réalisée sans transfusion, à la demande des parents, la première opération a été un succès. Pour la deuxième intervention, on a de nouveau associé personnel compétent et matériel adéquat. Un cell saver a été utilisé, chirurgie méticuleuse, électrocautérisation. L'opération a duré 2 heures et Luana n'a perdu que 100 millilitres de sang. Ses parents étaient très heureux et l'équipe médicale ravie du résultat. Nous avons réalisé l'opération sans transfusion, ce que nous essayons de faire avec tous les enfants qui passent ici. Je pense que tous ces petits ont le droit de ne pas être transfusés et de ne pas courir le risque d'une transfusion. Le docteur Rosengart confirme l'efficacité de la chirurgie cardiaque sans transfusion. Notre étude de 50 patients témoins de Jéhovah et de 100 autres patients montre un séjour plus court et des coûts moins élevés avec l'épargne sanguine. De nombreux praticiens estiment qu'il y a des cas où le sang est absolument nécessaire. Qu'en pensent ceux qui utilisent couramment les techniques alternatives à la transfusion en médecine d'urgence? Tout d'abord, l'avis de l'anesthésiste. Arrêter l'hémorragie, que ce soit par des moyens médicaux ou chirurgicaux, tel est le premier principe. Il faut agir vite et se rappeler que certaines techniques sont utilisables même en traumatologie. À présent, le point de vue du chirurgien. Pour un polytraumatisé qui perd beaucoup de sang, je prépare toujours le cell saver. Le professeur Cohn, chef du service de traumatologie et de réanimation d'un des plus grands centres de traumatologie des États-Unis, nous parle de patients qui refusent les transfusions. Sur les plus de 3000 témoins de Jéhovah qui passent ici chaque année, 250 à 275 subissent des opérations lourdes. Ce que nous constatons, c'est que les séjours ne sont pas plus longs, ni la mortalité plus élevée. Je dirais même que c'est plutôt le contraire. L'expérience fait dire à de nombreux médecins que soigner sans transfuser est globalement avantageux. Le plus beau avec les alternatives à la transfusion, c'est que ce qui marche le mieux est généralement le moins coûteux. Le sang coûte cher, les nouvelles techniques nous ont permis de réduire de 70% nos dépenses de transfusion pour les transplantations du foie, soit des centaines de milliers de livres par an. C'est largement supérieur au coût des produits, des traitements et des moyens mécaniques que nous employons pour limiter les pertes sanguines. C'est plus une question d'engagement que de moyens techniques. On peut obtenir des résultats identiques sans utiliser de machines particulièrement coûteuses. L'intérêt de soigner sans transfuser n'est pas seulement d'ordre financier et médical, il est aussi d'ordre moral. Ne pas transfuser, c'est respecter le libre arbitre du patient en matière de traitement. L'un des principes de base d'une médecine de qualité, c'est de se soucier de la volonté du patient. Le professeur Harding, qui enseigne la déontologie, ce devoir déontologique consistant à ne pas nuire, à rechercher la meilleure issue pour le patient, serait associé aujourd'hui à un autre devoir qui est de respecter l'autonomie du patient, de respecter ses opinions et ses décisions. Ce que Sheila McLean, professeur de droit et d'éthique en médecine, résume ainsi:
Sur les plans juridiques et déontologiques, les médecins ont l'obligation quasi absolue de respecter le choix du patient. Le professeur Guillot, fondateur de l'Institut de droit de la santé à l'Université de Neuchâtel, à propos de la notion de droit du patient, Je pense que le droit le plus fondamental du patient est le droit à l'autodétermination, c'est-à-dire le droit qu'a tout patient de décider de ce qu'on va faire de son corps. Les patients ont le droit d'être informés de l'existence d'autres traitements, mais plus encore des risques et des bénéfices associés à chacun de ces traitements. le professeur Weishauer, au sujet de l'évolution des droits du patient, Autrefois, le médecin décidait du traitement et en assumait la pleine responsabilité. Avec le temps, la relation médecin-patient a évolué vers un partenariat où chacun a autant de droits que l'autre. le respect des droits du patient va dans le sens de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Ces questions ont d'ailleurs pris une telle importance qu'en 1997, le Conseil de l'Europe a élaboré la Convention sur les droits de l'homme et la biomédecine. L'article 5 stipule « Une intervention ne peut être effectuée qu'après que la personne concernée y a donné son consentement libre et éclairé. » La doctrine du choix éclairé dit que le patient a le droit d'accepter ou de refuser tout acte médical, par exemple une transfusion sanguine. Abordant un sujet sensible, l'article 6 déclare « L'avis du mineur est pris en considération comme un facteur de plus en plus déterminant en fonction de son âge et de son degré de maturité. » Il est incontestable que des mineurs, au sens juridique, ont le droit et très souvent sont capables, s'ils sont adolescents, de prendre des décisions concernant leur traitement et leur santé. Comment patients et parents exercent-ils leur libre arbitre dans la pratique ? Le médecin, qui ne pense pas être en mesure de donner satisfaction à un patient qui désire être soigné sans transfusion, devrait essayer de diriger ce patient soit vers un confrère ou encore vers un établissement qui maîtrise les alternatives à la transfusion. Mais qu'en est-il dans les situations d'urgence, quand le patient est incapable d'exprimer sa volonté ? Le droit de formuler des choix thérapeutiques à l'avance est désormais reconnu. Cela se fait sous la forme d'un document écrit par lequel le patient montre qu'après avoir considéré certaines situations, il a pris une décision claire concernant un choix thérapeutique. En situation d'urgence, on devrait systématiquement regarder si le patient n'a pas d'instruction prévisionnelle ou de procuration dans son portefeuille. Le respect des droits du patient a un autre avantage. L'expérience prouve qu'un patient qui se sent impliqué dans son traitement se rétablit généralement plus vite. Témoin le cas de cette femme opérée à l'hôpital St. Richard de Chichester, dans le sud de l'Angleterre. Madame Wintington avait une arthrite de la hanche qui exigeait la pose d'une prothèse totale de hanche. Comme elle est témoin de Jéhovah, elle ne voulait pas de transfusion sanguine. Je crois très sincèrement que la parole de Dieu interdit de prendre du sang. Et ce que dit la parole de Dieu est la vérité. Monsieur Patel n'a vu aucune objection à ne pas utiliser de sang. Le médecin a le devoir d'écouter les demandes de ses patients, d'écouter ce qu'ils ont à dire, puis de leur proposer un choix éclairé entre plusieurs possibilités. Au cours d'une conversation franche, le médecin a abordé la question de la récupération du sang épanché. Il m'a donné des explications et quand j'ai compris à quoi servait la machine, j'ai dit que j'étais d'accord. Les relations entre les patients et le personnel médical sont excellentes. Nous sommes très ouverts et nous sommes tous disposés à apprendre. Qu'a produit cet esprit de coopération ?
Les techniques employées pendant l'opération de Madame Whittington ont été une hémostase méticuleuse, la récupération du sang épanché à l'aide d'un cell saver et la pose d'une prothèse cimentée. Elle me dit qu'elle est ravie du résultat de l'opération car elle ne souffre plus. L'accroissement et le vieillissement de la population mondiale vont de plus en plus compliquer la tâche des systèmes de santé, ce qui est déjà le cas en de nombreux endroits. Dans ce contexte, l'épargne sanguine est une voie prometteuse. Un programme d'épargne sanguine bien adapté, c'est d'une part un coût total diminué pour le patient et d'autre part des économies pour la société. S'il est vrai qu'aucune intervention médicale n'est dénuée de risques, soigner sans transfuser répond aux besoins du patient tout en respectant ses droits. Je prévois que dans l'avenir, les patients ne seront pas loin d'espérer que n'importe quelle opération soit pratiquée sans transfusion. En laissant le patient choisir lui-même son traitement, non seulement on respecte mieux son autonomie, mais on favorise la médecine de qualité. Les divers procédés qui permettent de diminuer le besoin de transfuser sont aujourd'hui parfaitement définis, éprouvés, absolument sûrs. N'importe quel établissement dans le monde peut mettre cela en œuvre. L'épargne sanguine, c'est de la médecine sûre, efficace et génératrice de progrès. C'est ce qu'il y a de mieux pour les patients et c'est ce qui devrait être la norme en médecine.